Dragi prijatelji, sobrani smo danes, za da gi spomnime starite nastani od pre 100 godini. Za ovje 100 godini slikata na Evropa osnovno se izmeneta i često teško ja razbirame. Logikata koja što gi motivirala ljudi to togaš. Po Prvata svjetska vojna mnogo državi, mnogo narodi zele učestvo. Sekoj narod ja pišuva svoje ta sobstvena istorija i vojnata i smeta deka kažuva istinata za nastanite koji se slučili togaš. Mnogo često istoričarite od jedna zemlja ne gi čitat delata na svojite kolegi od druga, ušte sme mnogo daleko od jedna opšta istorija na Evropa. Ja sam Francuz, ova zala ima sigurno predstavnici i na drugi zemlji koji učestvovali u Prvata svjetska vojna, a predsetuka ima i Makedonci, vo čija zemlja se odigrala sobitja vo golema smera strani na naseljenjetu. Vašite dedovci vjerojatno vojuvali vo srpskata ili vo bugarskata armija, znači vo protivni lageri i vjerojatno protiv svoja volja. Vo mojevo izlaganje, ki se trudam da pokažem, kakva uloga ima vojnata za golemite sili, poinakva od ona na malite balkanski zemlji, a i kako na lokalno nivo logikata je ušte porazlična. Bi sakal da objasnam zašto naša vizija 100 godini po sobitjata se ušte je toliko različita. Zažal, ja nemam možnost počesto da zboruvam makedonski, a videjki v momentov imame prevoduvači, ki zboruvam na francuski, a ma jasno, deka prašuvanjata, ki mogat da bidat i na makedonski potom. Alors donc, je passe au français. Je vais essayer de vous présenter l'histoire du front d'Orient, du front de Macédoine, dans plusieurs lectures imbriquées, partant du fait que je suis français, mais que je suis balkanologue, que d'une part, je m'adresse à des Européens d'Europe occidentale, que d'autre part, je m'adresse à des Européens d'Europe balkanique, et très concrètement à des Macédoniens qui n'ont pas été des belligérants actifs, personnalités actives dans la guerre, mais qui ont subi les combats sur leur territoire. Et donc il y a trois niveaux qui s'interpénètrent, une logique européenne mondiale, une logique balkanique et une logique locale immédiatement. Alors la grande logique européenne, elle est très connue. On a deux camps qui opposent les grandes puissances. D'un côté, l'entente, la France, la Grande-Bretagne, la Russie, rejoint bientôt par l'Italie et plus tard par les États-Unis. Et de l'autre côté, les empires centraux, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, qui seront rejoints par l'Empire ottoman. Cette polarisation entre les grandes puissances se préparait depuis longtemps, pratiquement depuis 1871, depuis la défaite française face à la Prusse, ont préparé la guerre suivante. Du coup, dans cette guerre où les deux camps sont clairement définis au départ, les petits belligérants deviennent importants comme force d'appoint dans le grand affrontement. Alors, la position des petits belligérants est très différente de celle des grandes puissances, et ce sont deux catégories différentes à cette époque-là. Nous avons un peu du mal à nous rappeler, mais au moment du traité de Berlin, les grandes puissances étaient réunies entre elles pour décider de l'avenir des Balkans, sans inviter les pays balkaniques du tout. Donc cette division entre deux catégories de belligérants, elle est ancienne et elle se poursuit en 14-18. Parmi les petits belligérants
il y a la Belgique, bien sûr, la Serbie et le Monténégro d'autre part, et puis on va s'efforcer de faire rentrer de nouveaux belligérants, la Roumanie en 1916, la Grèce en 1917, je vous parle là du côté de l'Entente. Du côté des empires centraux, on va recruter la Bulgarie en 1915. Si on ne regarde les choses qu'au niveau des États, c'est relativement simple. Mais il y a énormément de peuples qui n'ont pas leur État dans le cadre européen de l'époque, en 1914. Du côté de l'Entente, personne ne songe à consulter les Finlandais ou les Baltes de ce qu'ils pensent de cette guerre. Ils font partie de l'Empire russe, ils sont mobilisés dans l'armée russe. Dans le camp d'en face, on va trouver des Tchèques, des Slovaques, des Polonais, des Slovènes, des Croates, qui sont dans l'armée austro-hongroise et qui participent à la guerre sans que cette guerre n'incarne leur entité nationale véritablement. Il y a des peuples qui sont partagés par la Première Guerre mondiale. On va avoir des Roumains de Roumanie du côté de l'Entente et des Roumains de Transylvanie du côté des centraux. Des Polonais du côté de l'Entente, des Polonais du côté des centraux, des Serbes d'un côté, des Serbes de l'autre, et le cas des Macédoniens rentre dans cette catégorie-là de peuples qui sont divisés au cours de la Première Guerre mondiale et qui donc ont beaucoup de mal à faire entendre leur vision des événements. Et puis on peut aller plus loin encore. C'est une guerre mondiale et les pays de l'Entente ont très largement recouru à des troupes coloniales. Donc on aura des combattants d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, de Madagascar, des Indes, d'Indochine, qui sont impliqués dans cette guerre également, sans oublier les Australiens, les Néo-Zélandais, les Canadiens, etc. Les empires centraux n'ont pas de colonies, ou presque pas, mais on peut quand même signaler un point curieux que peu d'historiens ont mis en avant, c'est que si la Bulgarie arrive à tenir si longtemps sur le front de Macédoine, c'est qu'elle peut utiliser des troupes supplémentaires qui sont recrutées dans la population turque de Bulgarie, qui n'avaient pas été mobilisées pendant les guerres balkaniques, bien entendu, mais que l'on peut utiliser dans la Première Guerre mondiale, parce que paradoxalement, la Bulgarie et l'Empire ottoman sont alliés. Donc il y a comme ça des ressources de combattants qu'on peut mettre en œuvre de façon imprévue. Dans le cas de l'Empire ottoman, c'est beaucoup plus ambigu. On aimerait impliquer dans l'effort de guerre les non-musulmans, les orthodoxes grecs, les arméniens, les juifs, mais en fait on va beaucoup s'en abstenir et ces gens-là vont rester un peu en marge du mouvement général. Alors cette guerre de grande puissance, je vous l'ai dit, elle est préparée depuis longtemps. Ça fait 40 ans ou plus qu'on sait qu'il y aura une guerre en Europe. Les Français sont particulièrement belliqueux. Ils demandent la guerre durant toutes ces années de la fin du 19e et le début du 20e siècle. Alors, mon approche regarde le front balkanique dans une approche relativement large. Et le premier point qui va nous interroger, c'est pourquoi l'Empire ottoman entre dans la Première Guerre mondiale. Pour les Balkans, c'est déterminant. L'entrée en guerre de l'Empire ottoman crée un front dans le Caucase, crée un front sur le canal de Suez en Mésopotamie, et surtout met les Balkans dans une zone centrale. Si l'Empire ottoman n'était pas entré en guerre, les Balkans auraient pu rester neutres. La guerre se serait déroulée plus à l'ouest, indépendamment du sud-est européen. Alors, la question « pourquoi les Ottomans rentrent en guerre ?» divise les historiens. Il y a plusieurs théories. Il y en a qui disent c'est parce que les jeunes Turcs
la petite élite militaire était germanophile. Ça, c'est un peu quand on voit l'histoire menée par quelques individus qui prennent des décisions au nom de la collectivité. Moi, je suis un peu sceptique dans cette lecture-là de l'histoire. Et il me semble plutôt que c'est la Russie qui fait entrer en guerre l'Empire ottoman. C'est la vieille logique de conflit russo-turc qui, depuis le XVIIIe siècle, se prolonge jusqu'en 1914 et que donc la Première Guerre mondiale est à voir comme une conséquence de la guerre russo-turque de 77-78, de la guerre de Crimée, etc., en remontant dans le temps. L'entrée en guerre de l'Empire ottoman crée le problème d'une connexion entre les centraux Allemagne, Autriche, Hongrie et l'Empire ottoman d'autre part. Pour assurer cette connexion, il faut l'appui ou de la Bulgarie ou de la Roumanie pour que la communication se fasse. Et donc, dans cette optique-là, c'est le Danube qui est l'axe vital de cette guerre dans l'est de l'Europe. De l'autre côté, pour l'entente, l'entrée en guerre de l'Empire ottoman gêne terriblement la connexion entre la Russie et la France par la Méditerranée. C'est la liaison Marseille-Odessa. Et dans cette logique-là, c'est les détroits, les Dardanelles et le Bosphore, qui sont la clé stratégique qui se dessine du fait de l'entrée en guerre de l'Empire ottoman. Et comme vous le savez bien, c'est les Dardanelles qui vont focaliser cette conflictualité-là. Selon la logique des grandes puissances, il était tout à fait pertinent de se battre sur ce point-là de la carte, le passage entre la Méditerranée et la mer Noire. L'opération des Dardanelles est absolument centrale si on veut comprendre l'attitude des Balkaniques dans le conflit. Parce que selon qu'un camp l'emporte ou l'autre, les pays encore neutres, Roumanie, Bulgarie, Grèce, vont opter pour le camp qui leur apparaîtra le plus prometteur. L'opération des Dardanelles est intelligente, elle est bien conçue, mais elle est mal exécutée. Et on a sous-estimé les problèmes de distance, les problèmes du terrain. C'est un grave échec pour les pays de l'entente que cette longue opération dans les Dardanelles qui dure de 6 à 8 mois. Les livres français évacuent les Dardanelles en un petit paragraphe pour dire oui, c'était une mauvaise idée que Winston Churchill d'ailleurs a lancée. Et bon, ça a duré 6 mois. Pendant 6 mois, tous les Balkans regardent que se passe-t-il à Gallipoli parce que ça va être décisif pour la région. Et donc l'opération des Dardanelles a eu une très grande importance en son temps, en 1915, au moment où elle se déroule. Là, c'était une vision grande puissance, avec un échiquier européen, méditerranéen, etc. Si on regarde maintenant la zone balkanique, dans les Balkans, la Première Guerre mondiale est tout à fait inopportune. Elle arrive à un mauvais moment. Les Balkaniques se sont battus en 1912, en 1913. Ils n'ont aucun besoin d'une guerre supplémentaire en 1914. Leurs stocks militaires sont épuisés. Ils ont des pertes de guerre. Ce sont quand même les seuls Européens qui entrent dans la Première Guerre mondiale en ayant déjà des victimes, déjà des blessés, des invalides, etc. Ces questions-là se posent pour la Serbie, la Bulgarie, la Grèce, les Ottomans, l'Empire ottoman aussi. Ces États balkaniques de 1914 sont extrêmement fragiles parce qu'ils ont été recomposés l'année précédente au traité de Bucarest. Ils ont acquis de nouveaux territoires, mais un territoire qu'on possède depuis 1 an, on ne le contrôle pas bien. L'emprise que peut avoir l'État sur ces zones, ces populations, est extrêmement douteuse. Est-ce que ces nouveaux Serbes, nouveaux Grecs vont se battre loyalement aux côtés de Belgrade, aux côtés d'Athènes? On peut se poser la question.
La Serbie et la Grèce sont particulièrement fragiles parce que ce sont les pays qui ont gagné le plus de territoire et de population au traité de Bucarest. C'est moins vrai pour le Monténégro, c'est moins vrai pour la Bulgarie ou la Roumanie, où les modifications territoriales sont plus faciles à gérer. Et puis il y a un pays qui est totalement virtuel, c'est l'Albanie, qui existe sur le papier, mais sur le terrain, on ne sait vraiment pas trop ce qui s'y déroule. Alors si on regarde les choses d'un angle balkanique, la grande surprise qu'on rencontre, c'est la résistance serbe en 1914. C'est quand même extraordinaire qu'un petit État balkanique repousse à 3 reprises successives l'armée d'une grande puissance, l'Empire austro-hongrois. Alors c'est admirable, simplement on oublie de poser une question. S'il y avait eu une 4e offensive en janvier 1915, il est probable que la Serbie se serait effondrée à ce 4e assaut. Simplement, il n'y en a eu que 3. On a limogé le général Potiorek, incompétence véritablement aggravée, et du coup la Serbie a eu un répit après cette période de résistance tout à fait remarquable. La deuxième surprise qu'on a en regardant les événements, c'est que deux opérations très disjointes, l'opération des Dardanelles d'une part et l'offensive Mackensen, vont se rejoindre. D'un côté on est sur le Danube, de l'autre côté sur les Dardanelles. C'est que l'évacuation de Gallipoli vers Salonique est à peu près concomitante, c'est pour ça que je vais donner une chronologie pour que vous voyez les événements, avec l'offensive Mackensen, et que donc, tout d'un coup, les grandes puissances qui étaient absentes des Balkans y arrivent de 2 côtés différents, depuis Belgrade pour les Austro-Allemands, depuis Salonique pour les Franco-Britanniques. Et du coup, l'avenir de la guerre en Europe balkanique, il n'est pas sur les détroits, il n'est pas sur le Danube, il est sur l'axe Morava-Vardar. Donc en géopolitique, on s'est tout d'un coup déplacé dans un autre secteur, et du coup, la Macédoine se retrouve au centre des grandes contradictions européennes. Alors il y a l'épisode, comment dire, émouvant et malencontreux, quand les Français essayent de rejoindre l'armée serbe en remontant la vallée du Vardar. Il faut le signaler, la Bulgarie a eu une remarquable opération militaire à ce moment-là pour foncer sur Skopje et surtout Kačanik et bloquer Kačanik. Et je m'étonne que les histoires de la Première Guerre mondiale ne nous parlent jamais de l'opération de Kačanik. Alors, l'évacuation de l'armée serbe occupe beaucoup de place, mais si les Serbes doivent évacuer, c'est que les Bulgares ont fait la bonne opération au bon endroit, au bon moment. Rendons-leur quand même ce mérite dans leur histoire militaire. Troisième surprise, pourquoi est-ce que ce front qui descend depuis le Danube, en remontant la Morava, en descendant le Vardar, s'arrête sur la frontière serbo-grecque? Et là, à nouveau, c'est un sujet de discussion entre historiens pour interpréter cette fixation du front sur une frontière politique. Et il me semble qu'on est surtout dans une logique allemande pour comprendre pourquoi le front s'est arrêté à cet endroit-là. L'Allemagne a intérêt à ce que la politique grecque reste ambiguë le plus longtemps possible. Tant qu'on ne sait pas de quel côté la Grèce va opter, l'entente est dans l'incertitude en Méditerranée. Donc, laissons flotter l'ambiguïté, ne poussons pas la Grèce dans le camp de l'entente en pénétrant sur son territoire. On peut imaginer que le roi Constantin de Grèce, malgré son épouse allemande, serait rentré du côté de l'entente si son territoire avait été envahi par Mackensen. C'était quand même logique. Donc, on l'évite. Et d'un autre côté, d'un point de vue allemand, bloquer une armée franco-britannique à Salonique dans un contexte de combat difficile est avantageux,
ce sont autant de troupes qui ne se retrouveront pas sur le front occidental. Parce que d'un point de vue allemand, la guerre importante est sur le front occidental et sur le front russe. Le sud-est balkanique n'a aucun intérêt, et d'ailleurs les grandes puissances, les centraux, vont largement confier aux Bulgares la tâche du front balkanique de leur côté. On a parlé de Salonique comme d'un vaste camp de prisonniers. Je crois que c'est assez juste. Alors, les historiens français n'aiment pas trop admettre cette idée-là, mais je crois qu'effectivement, au moins en 1915 et en 1916, ces troupes-là ne font pas grand-chose sur le terrain de la Grande Guerre européenne, autant de gagner pour les Allemands. En revanche, pour les Autrichiens, ça ne leur fait pas du tout leur affaire de garder un front dans les Balkans, alors qu'ils ont un front en Galicie qui est très grave pour eux, et un front en 1915 qui est apparu dans les Alpes, sur l'Isonzo, à Sobchak, qui est tout aussi dangereux. Donc ça n'arrange pas Vienne, qui est ce front balkanique. Quant aux Bulgares, c'est une très profonde frustration. Ils ont si bien manœuvré en octobre-novembre 15, et on les empêche d'aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout pour eux, c'est occuper Salonique, qu'ils n'ont pas réussi à avoir en 1912 à 24 heures près. Donc il y a une compensation qu'on leur interdit de prendre, et je n'exclus pas la possibilité que le général Sarraï ait pu se faire jeter à la mer en 1915 si on l'avait voulu. Simplement, les empires centraux ne souhaitent pas, à ce moment-là, éliminer de Macédoine ces troupes-là. Alors, à partir de 1915, de octobre-novembre 1915, une nouvelle constellation se constitue qui va permettre une troisième guerre balkanique. La première en 1912, la deuxième en 1913, et donc un troisième affrontement local entre puissances balkaniques qui ont des contentieux réciproques qui ne sont pas partagés par les grandes puissances. Il y a des choses dont on ne parle pas beaucoup, mais le petit Monténégro s'empresse d'occuper Shkodër. Compensation par rapport à 1913. La Serbie, qui a résisté contre l'envahisseur, envahit le nord de l'Albanie jusqu'à Elbasan. Donc, soi-disant, on est sur la défensive, et on prend l'offensive quand on le peut, pour des histoires balkaniques locales. Et le cas le plus évident, c'est la Bulgarie qui s'est engagée du côté des empires centraux pour occuper la Macédoine du Vardar, à laquelle elle pense avoir droit et que le traité de Bucarest lui a ravi. Les Bulgares vont plus loin, puisqu'ils annexent aussi Niš et Pirot, parce que ces deux villes appartenaient à l'exarcat bulgare avant le traité de Berlin. Donc c'est un vieux compte qui remonte à 40 ans plus tôt, qui est réglé à cette occasion-là. Et les Bulgares occupent également la Macédoine orientale, à l'est de la Struma, donc la région de Ser-Estrama. Ils récupèrent la Dobroudja du Sud, que les Roumains leur avaient prise en 1913. Tout ça, ce sont des règlements de compte balkaniques qui ont lieu à petite échelle dans le cadre de la Grande Guerre européenne, et chacun prend ce qu'il estime avoir droit de prendre sur ce terrain balkanique. Un pays a quand même complètement raté l'occasion, c'est la Grèce. La Grèce qui ne sait pas dans quel camp elle veut se placer et dont la souveraineté est violée à répétition. Pour les Dardanelles, on a occupé l'île de Lemnos sans demander l'avis des Grecs. Pour évacuer les Serbes, on occupe l'île de Corfou sans demander leur avis aux Grecs. L'armée des Dardanelles débarque à Salonique toujours de façon illégale. Je vous rappelle quand même qu'on avait tellement dénoncé les Allemands qui avaient envahi la petite Belgique neutre en 14. Les Alliés font exactement la même chose pour la petite Grèce qui voudrait rester neutre de son côté. Et pour se sortir de cette situation très gênante, les Grecs trouvent une solution géniale qui est d'avoir deux gouvernements,
un gouvernement plutôt favorable à l'entente, Venizelos, l'autre plutôt favorable aux centraux, le roi Constantin. Il va déchirer la société grecque entre royalistes et vénizélistes à un niveau d'une guerre civile, et qu'on va trouver encore 20 ans après la fin de la guerre, la société grecque sera encore polarisée selon cette division-là. Donc, soi-disant, c'est un bon choix sur le plan de la politique européenne. Sur le plan interne, ça va se payer très très cher. La Roumanie est quand même intéressée à ce qui se passe dans la zone. Et elle reste neutre en 14, elle reste neutre en 15, et elle finit par opter pour l'entente en 1916. Choix désastreux, son armée se fait écraser de façon catastrophique en quelques mois. Bucarest est occupée et il reste un tout petit territoire où le roi Ferdinand et l'armée roumaine résistent. Un point intéressant et qui à moi me pose problème, c'est comment se fait-il que dès décembre 1914, donc très tôt dans la guerre, la Serbie annonce son programme yougoslave, ce qu'on appelle la déclaration de Niš. C'est extraordinairement prématuré, ou bien ça montre une vision à très long terme. Alors je ne sais pas comment il faut interpréter les choses. En décembre 14, je crois que beaucoup de gens pensaient que la guerre se terminerait dans un mois ou deux et que annoncer des buts de guerre était important. Donc là, c'est une question de temporalité. Comment est-ce qu'on a vécu la guerre comme devant être courte, devant être longue, durer 4 ans, personne ne l'avait imaginé au départ. Alors j'en viens au front de Salonique, front de Macédoine, front d'Orient, on l'appelle comme on veut, qui lui va mélanger la logique des grandes puissances, la logique des États balkaniques et la logique très locale des gens qui sont sur place. On est là dans une temporalité longue, puisque ce front de Salonique va durer d'octobre 15 à septembre 18. C'est quand même un laps de temps extrêmement long pour les combattants qui y sont engagés, d'autant qu'il ne se passe pas grand-chose sur le front de Salonique. Alors, je suis passionné par cette histoire, mais objectivement, dans les combats de la Première Guerre mondiale, ce qui s'est déroulé sur le front de Salonique, c'est pas beaucoup d'épisodes. Une surprise. On avait prévu une grande opération de la part de l'Entente en août 16, au moment de l'entrée en guerre de la Roumanie. Pas de chance, les empires centraux avaient prévu une grande opération en août 1916 et ils la déclenchent 15 jours, 10 jours avant les gens de l'Entente. C'est l'opération menée depuis Bitola Florina qui va jusqu'au viaduc d'Ekchisu, qui était très important pour la connexion ferroviaire entre Salonique et Bitola. Et il va falloir repousser cette offensive. C'est la fameuse bataille du Kaymakchalan que les Serbes ont énormément héroïsé. Et puis surtout, le front roumain s'avère extrêmement décevant puisqu'il ne s'est rien déroulé de ce côté-là. Donc ça, c'est une coïncidence d'opérations qui ont été planifiées presque au même moment, et celui qui a pris l'initiative casse le projet de l'adversaire. Il y a une autre question qui m'est apparue mais tout récemment, et je me dis comment est-ce possible que je n'ai jamais vu ça. Vous visualisez la carte du front de Salonique. On part de la vallée de la Strouma, on traverse le lac de Doiran, on passe par Gevgelia, les montagnes d'Obropole, la Pélagonie, le lac d'Ohrid, et ça s'arrête. Et ça s'arrête. On a un front en Europe qui s'arrête nulle part. Que se passe-t-il en Albanie? On ne nous parle jamais d'un front d'Albanie. Les Européens ont sorti tout ce qu'ils avaient comme arsenal militaire, des armes de destruction épouvantables, et ils laissent sur la carte de l'Europe une zone en pointillé où ils ont décidé par un accord tacite qu'on n'allait pas se faire la guerre.
personne n'a décidé qu'on ne se battrait pas dans ce secteur-là. De facto, on a une guerre de basse intensité, on n'a pas la mise en œuvre de lignes de tranchées, etc. Mais c'est extraordinaire. Comment se fait-il dans cette Europe qui est bouclée de tous les côtés? On a fait des fronts, on se bat dans les Dolomites à 2000 mètres d'altitude avec 10 mètres de neige en hiver. Les malheureux Italiens et Autrichiens sont là à se battre à la verticale les uns contre les autres. Et on laisse dans les Balkans une zone comme ça où non, il vaut mieux qu'on ne s'attaque pas trop, c'est compliqué, il n'y a pas de route, bon, bref. Je trouve ça extraordinaire. Comment se fait-il que moi, je n'y ai pensé qu'il y a 3 semaines? En Europe, on a laissé une zone où il y a eu un espèce de consensus tacite pour ne pas faire la guerre. On a fait la guerre partout ailleurs, sauf en Albanie. Sujet de réflexion paradoxale. En revanche, sur le front de Salonique, on a énormément parlé de l'hétérogénéité des combattants. Ça, tous les contemporains le disent. Il y a des Français, des Écossais, il y a des Gourkhas, il y a des Malgaches, il y a des Canadiens, des ceci, des Albanais, des Salpacha, l'armée serbe, des Russes. Bref, on a énormément insisté là-dessus. C'est sûr que dans l'histoire mondiale, on a rarement eu des gens venant d'horizons aussi différents qui ont combattu sur la même zone. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est un moment où on découvre l'existence des groupes sanguins, qui a des A positifs, des O, des AB, etc. Et c'est sur le front de Salonique que l'on se rend compte que c'est planétaire, qu'il n'y a pas un peuple sur Terre qui aurait un groupe sanguin homogène, et que donc l'idée d'une race, de race humaine séparée qu'on pourrait identifier biologiquement, on n'arrive pas à la tenir. Ce qui est très important pour l'histoire de l'humanité, on comprend qu'il y a un stock biologique humain qui est le même, et c'est intéressant, c'est à Salonique qu'on a pu l'expérimenter parce qu'on avait des Malgaches, des Adamites, des Canadiens qui étaient côte à côte. Alors sur ce front, je vous l'ai dit, il ne se passe pas grand-chose, sauf un épisode marquant, la rupture du front de Salonique, qui est ultra bref. Ça s'est étalé pendant 3 années interminables, et puis entre le 15 septembre et le 29 septembre, tout se décide et tout se règle en un temps extraordinairement bref. Et c'est évidemment un épisode glorieux, puisque c'est là que se détricote tout le front européen et qu'on va vers les armistices successifs. Donc oui, la Première Guerre mondiale s'est bien résolue sur le front de Macédoine. La guerre aurait pu continuer pendant 3 mois, 6 mois, je ne sais pas, on ne peut pas faire de pronostic, mais c'est certainement l'offensive du Dobropolier qui fait la rupture. Sauf que, ça c'est une vision de vainqueur, c'est une vision franco-serbe qu'on a répandue énormément. On oublie tout simplement de dire qu'il y a une mutinerie dans l'armée bulgare au même moment, que les Bulgares abandonnent le front, s'emparent du quartier général de Kustendil et proclament la République. Donc c'est les Soviets qui sont en train de se mettre en place en Bulgarie. Donc bien sûr, la percée du Dobropolé est héroïque, mais cette remontée le long du Vardar et de la Morava est facilitée non pas par un effondrement militaire de la Bulgarie, mais par une révolution qui n'a pas abouti, qui a duré très peu de temps, mais qu'on n'a pas vu du côté occidental. J'ai été tellement frappé de voir les récits des Français qui pénètrent dans cette zone-là, et il y en a 2 ou 3 qui voient qu'il y a eu une mutinerie, mais ça a été passé sous silence, parce que ça ne rentrait plus dans le discours des vainqueurs. Alors, à l'échelon local, ce front de Salonique fait cohabiter sur un terrain assez exigu, qui correspond
à la Macédoine de l'Égée, des peuples tellement différents, donc ça a été beaucoup mis en avant, des représentants des grandes puissances, des représentants des petits États balkaniques, les populations locales, grecques, macédoniennes, juives. Je vous rappelle que Salonique est une ville juive à l'époque, c'est quelque chose aussi qu'on a facilement évacué. Et tous ces gens-là ont beaucoup de mal à se comprendre, à se connaître les uns les autres. Et ce qui m'intéresse, moi, dans l'histoire sociale, c'est justement ces représentations qu'on a pu construire les uns des autres. Et somme toute, c'est assez décevant. Comme école européenne, le Front de Salonique n'a pas été très, très efficace. Un premier obstacle vient de ce que les Occidentaux ne regardent que la carte politique telle qu'elle est dessinée depuis 1913. Donc, arrivent à Salonique des gens qui débarquent en Grèce et qui, une fois qu'ils ont passé Gevgelia, entrent en Serbie. Il se trouve que le paysage change dans la vallée du Vardar entre la plaine basse qui est grecque, effectivement, le haut pays, le Tikvesh, qui est montagneux. Et pour eux, il y a deux pays radicalement différents. On était en Grèce d'un côté, on arrive en Serbie de l'autre. Personne ne dit c'était l'Empire ottoman il y a 3 ans. Pour eux, la division politique du traité de Bucarest est une évidence sur laquelle on ne revient pas. Donc, on est en Grèce, on s'attend à trouver des Grecs. On arrive de l'autre côté de la frontière, on doit rencontrer des Serbes. Qu'il y ait des Macédoniens est quelque chose qui n'est pas du tout inscrit dans la mentalité des combattants sur ce front. C'est d'ailleurs compliqué, puisque on leur a donné des petits livres pour converser avec la population locale. Ces petits livres sont des petits livres de dialogue français-serbe. On va sur le marché, on parle serbe, ça marche. Les gens vous répondent, ils ont bien compris. Entre slaves, c'est pas si difficile que ça. Donc le Français, avec son petit livre, est convaincu qu'il a dialogué en serbe avec des Serbes, puisqu'on l'a compris pour acheter des tomates ou je sais pas quoi au marché. Et puis, si on regarde de près dans les souvenirs rédigés par les anciens combattants et qui ont été publiés, par-ci, par-là, on trouve des situations où ils sont obligés d'analyser un peu par eux-mêmes et de se rendre compte que ce schéma très politicien ne correspond pas aux réalités. Et en particulier, dans quelques ouvrages, pas très nombreux, les anciens combattants disent qu'ils ont rencontré des Macédones. Et c'est comme ça qu'ils l'inscrivent, avec une lettre K d'ailleurs, parce que c'est la réponse qu'ils ont reçue en interrogeant les gens directement, non pas en lisant des livres ou des journaux, mais dans le contact immédiat. Et c'est un moment qui me paraît intéressant dans l'affichage du nom macédonien comme d'une étiquette internationale valable. Attention, cela se déroule en Macédoine de l'Égée, donc ce qui est le territoire grec actuel. Comprenons la population slave de la Macédoine de l'Égée. S'ils se déclarent bulgares, ce sont des ennemis. Ils risquent de se faire exécuter. S'ils se déclarent serbes, on va les enrôler dans l'armée d'Alexandre Karađorđević, qui est là. Donc il faut trouver un autre moyen pour se tenir à l'écart de cette guerre qui ne les concerne pas. Et c'est assez habile à ce moment-là, face à des Français, des Britanniques, etc., de se poser comme Macédone, qui est une catégorie qui n'existe pas dans les livres, mais qui vous permet de vous tenir à distance. Pour nos amis macédoniens, ce serait un sujet de réflexion intéressant. Je vous rappelle que Krstimi Ćirkov est un Égéen. Ces premiers à se déclarer macédoniens sont des Égéens. Le contexte géopolitique de la Macédoine de l'Égée est un incubateur où l'identité macédonienne s'est développée plus tôt et de façon plus affirmée
dans les premières décennies du XXe siècle. Alors pour terminer à propos des mentalités, sur la chronologie que je vous ai donnée, j'ai rajouté une petite chanson pour rendre les choses plus directes. C'est une chanson en bulgare qui a été collectée en 1925. Donc on est très proche des événements. Ça a été collecté dans un village totalement perdu, Tsar Petrovo Kulsko, c'est vers la frontière serbo-bulgare. C'est vraiment la Bulgarie profonde et rurale. Alors que nous dit-elle? Yanka était sur son balcon, elle faisait de la dentelle blanche. Qu'est-ce que c'est que cet univers balkanique? On est là dans une chanson qui est moderne, une chanson de ville, où la jeune fille est sur un balcon. L'architecture traditionnelle n'a pas de balcon, elle a un tchardak. Et c'est pas la même chose, tchardak et balcon. Et la jeune fille traditionnelle, elle coud, elle tricote, mais ne fait certainement pas de dentelle. Donc c'est un univers citadin qu'on a en 1925. C'est extraordinairement précoce dans ce village perdu à la frontière. Et elle chante une chanson d'amour. Ça, c'est l'idéal des années de jeunesse, avant le mariage, où la jeune fille a un petit laps de temps entre l'âge de 15 ans et l'âge de 17 ans, où elle peut faire à peu près ce qu'elle veut dans l'existence. Et puis d'en bas arrivent des soldats. Alors d'en bas, c'est classique dans toutes les chansons. Dans Biljana Platno-Beleche, c'est aussi d'en bas qu'arrivent les jeunes gars. Sauf que cette fois-ci, ce ne sont pas des caravaniers porteurs de vin, ce sont des soldats grièvement blessés. Et donc, ils l'accusent: comment peux-tu chanter des chansons d'amour alors que ton frère a été tué? Alors à ce moment-là, elle rentre dans la maison, elle jette la dentelle blanche, elle met un foulard noir, et ça je trouve très intéressant. Tout d'un coup, le blanc devient le contraire du noir. Alors le noir était une couleur de deuil dans les Balkans classiquement. Le blanc n'est pas nécessairement la couleur de la jeune fille automatique. Ça, c'est un schéma très occidental que je trouve dans cette chanson, l'opposition amour blanc, mort noir. C'est un changement qui se fait dans la tête des gens, des jeunes filles, à ce moment-là. Et que dit la pauvre Yanka? Dieu Milostivichki, tout gentil, tout plein de gentillesse pour les gens, tue les Français. Ça ne veut pas dire les tuer physiquement, ça veut dire qu'ils soient maudits. C'est une phrase stéréotypée, Bog d'a oublié, c'est que Dieu les maudisse. Les Français, qu'est-ce que ça veut dire dans le village de Tsar Petrovo-Kulsko, que les Français? Et puis on a une géographie tout d'un coup extraordinairement précise, qui ont tué mon frère unique sur le rocher Piperka dans la plaine de Bitola. Donc tout d'un coup, il y a une connaissance géographique de sites guerriers, militaires, qui font leur irruption dans des chansons qui nous ont été chantées par des jeunes filles à marier en 1925. Alors, ce petit exemple nous montre à quel point les mentalités balkaniques ont été bouleversées de fond en comble. Il y a un avant-guerre, il y a un après-guerre, et les gens n'ont plus le même logiciel cérébral après la guerre qu'ils l'avaient avant. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous montre le poids terrifiant que cette Première Guerre mondiale a pu avoir dans les Balkans. Et je terminerai là-dessus.